Oyez, oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je suis en joie, je suis content parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un style d'animé que je surkiffe, les animés de sport. Et là, on s'attaque à Blue Lock parce que selon moi, il fait partie de ces animés pour lesquels nous avons des personnages qui ne vont pas être assujettis par la thématique, à savoir le football, mais bien au contraire, c'est à travers ces personnages, à travers ce qu'ils vont nous raconter et nous faire ressentir que ce sport va être sublimé. Et donc, je vous invite à me suivre pour qu'on puisse en parler en détail, que ce soit à travers ses qualités ou alors de ses défauts. Bon, de quoi ça parle Blue Lock? Je ne vous cache pas que je dis ça avec le sourire aux lèvres parce que le contexte est plutôt simple à expliquer et j'adore quand ça l'est, mais on n'est pas là pour parler de ça. Parlons plutôt de Isagi, jeune passionné de football que nous allons retrouver dès le premier épisode, lui et son équipe impliqués dans un match extrêmement important durant lequel ils seront menés de 1-0. Et là, Isagi va faire une percée dans la surface de réparation, se trouver face au gardien et à ce moment-là, deux choix s'offrent à lui. Soit il tente de marquer lui-même ou alors de faire la passe à son collègue. Et c'est là qu'on va entendre des voix depuis le banc s'exclamer « Isagi fait la passe ». Il va écouter ses voix, que ce soit son entraîneur ou ses autres coéquipiers, faire la passe. Son coéquipier va rater l'action et donc pas d'égalité. Ils vont se manger un contre et le match va se finir sur un 2-0. Et là, nous avons un Isagi qui est complètement dévasté et frustré au point de se poser la question suivante: est-ce qu'il aurait dû tenter de marquer lui-même pour aller chercher cette égalisation? Sauf qu'il n'aura pas le temps d'obtenir la réponse par lui-même, qu'il va recevoir un courrier qui va l'inviter au Poudlard du Football Game. Tu es un attaquant Isagi. Afin de participer au projet Blue Lock. Et ce fameux projet Blue Lock a pour vocation de former énormément d'attaquants du Japon de moins de 18 ans pour n'en sélectionner qu'un qui va vouloir rejoindre l'équipe nationale du Japon pour tenter de gagner la Coupe du Monde. Et tout ce projet-là va se faire sous forme d'entraînement et sous couvert d'un espèce de survival game pour pousser ces jeunes dans leur dernier retranchement. Mais nous allons fermer la parenthèse ici au cas où vous n'auriez pas vu l'anime et moi je veux me contenter de vous parler des personnages et de ce que l'anime nous propose dans le fond. Petite parenthèse juste avant qu'on commence à parler de Blue Lock. Dites-moi si je suis le seul en voyant ce gars-là en me disant mais c'est trop Ichigo. Même à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas quel est son prénom parce que pour moi c'est juste Ichigo. Et sachant que dans Blue Lock, il y a certains personnages qui sont capables, je cite, de parler aux monstres qu'ils ont à l'intérieur d'eux, je m'attends qu'à tout moment que le monstre à Ichigo de Blue Lock, ce soit Zangetsu. Rassurez-moi, je suis vraiment pas le seul à penser ça. Quoi qu'il en soit, je referme la parenthèse en attendant que vous puissiez me répondre. Alors, il faut savoir qu'à la base, je voulais juste regarder le premier épisode pour me faire un avis, sauf que là, il y a eu le discours de Jinpachi Ego qui m'a embarqué lorsqu'il a dit au Boog: écoutez, moi je veux former le meilleur attaquant au monde et celui-ci sera japonais, il sera meilleur que CR7, il sera meilleur que Lionel Messi. Et là, tu as le gars qui dit: je récupère la loi mathématique des shonen de sport qui veut qu'on ait un égocentrique par équipe. Moi, je vais prendre chaque égocentrique de chaque équipe, les réunir au même endroit. Je veux que vous vous tapiez dessus, que vous me montriez lequel d'entre vous est le roi des égoïstes. Et on sait que cet archétype de personnage fonctionne parce que comment ne pas penser à Kuroko, nos baskets, sans penser à Akashi par exemple? Comment penser à Ashid 21 sans penser à Agon? Et des exemples comme ça, il y en a des millions. J'exagère beaucoup. Mais vous avez compris où je vais en venir. Et ça, ne serait-ce que sur le concept de base, sur ce que ça a envie de nous raconter, ça fonctionne trop bien. Sans compter que ce ne sont pas les seuls codes du shonen de sport que l'anime va aller chercher. Par exemple, si on s'appuie sur la princesse aux cheveux violets, c'est l'archétype du personnage qui a été blessé à un moment donné, qui a peur de se remettre au sport, qui a peur de se reblesser et qui ne veut pas forcément abandonner son sport, mais qui est entre les deux. Et donc, ce flashback qui va nous expliquer comment il était avant, comment il a fait pour se blesser,
ne va pas servir que dans un contexte de match où celui-ci devra surmonter sa peur et son traumatisme pour aller chercher la victoire. Certes, il y a ça qui a été fait, mais on va avoir des moments de tranche de vie qui sont liés à ces flashbacks, notamment lorsqu'il va commencer à se confier à Isagi, dans sa manière d'interagir avec les autres, qui vont donner du corps et de la consistance à son personnage. Et ce n'est pas forcément pour le seul où on a ce genre de mécanisme qui se met en place. Et moi, je surkiffe ces nouvelles générations d'animés de sport qui ne se contentent pas de juste nous montrer des personnages en train de pratiquer le sport qu'ils aiment, à savoir le foot aussi, mais nous montrer véritablement des personnages à part entière qui ont des rêves, qui ont des doutes, qui vont peut-être au-delà du sport, mais qui finissent par les ramener au ballon rond. Et ça, clairement, c'est l'une des forces de cet animé-là. Même si, à côté de tout ça, il y a 2-3 choses que je ne vais pas forcément qualifier de défaut, mais qui me font peur. Par exemple, dans le projet de Jinpachi, c'est de former le meilleur attaquant. Donc, dans ce camp d'entraînement, il n'y a que des attaquants et doivent former des équipes entre eux. Et je me dis qu'à un moment donné, est-ce que ce programme ne va pas se heurter à un mur? Parce que, ok, ils apprennent à se surpasser, ils apprennent de nouvelles techniques, ils apprennent une nouvelle conception du football qui n'est pas forcément un sport qui se joue à 11, mais un sport où on marque le plus de buts, pour reprendre les mots de Ego. Le problème que je me dis, c'est que ils vont faire face qu'à des attaquants dans leur métier, dans leur, leur facilité ne va pas vers la défense. Et donc, comment ils vont faire lorsqu'ils vont arriver devant une défense entièrement structurée pour les arrêter? Je me dis que peut-être que sa manière de former en l'état actuel va véritablement atteindre un plafond de verre. Mais en même temps, je ne connais pas la suite. Donc, j'attends de voir comment ces craintes-là que moi je ressens vont être évaporées au fil du temps, ou est-ce qu'elles vont se confirmer. Ah oui, je me rends compte que j'ai pas du tout parlé du personnage principal, à savoir Isagi. Je trouve que c'est quelqu'un plutôt intéressant à suivre, même si des fois je me dis qu'il est un peu bipolaire, parce que des fois il passe du « Ah, je sais pas trop, ah, je vais tout briser sur mon passage ». Ça reste des moments grandioses à regarder, mais son côté bipolaire est parfois flippant. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est un personnage qui va être plutôt cool à suivre parce que il n'hésite pas à se remettre en question. Alors des fois, on pourrait qualifier ça de pleurnicherie, mais il arrive à trouver un juste milieu qui consiste souvent à réfléchir à ses propres défauts, essayer de trouver des solutions et surtout, il n'hésite pas à demander de l'aide en fait. Parce que très souvent, ce qui fait qu'on est à la frontière d'un personnage qui pleurniche, c'est un personnage qui juste, il reste là et il ne fait pas grand-chose pour que les choses changent. Et Isagi, il est clairement dans cette volonté d'évolution constante et il cherche des solutions par lui-même. Et ensuite, on a Ego Jinpachi qui va peut-être venir lui dire « Ok, tu es sur la bonne piste, mais peut-être devrais-tu rajouter tel ou tel élément à ta réflexion pour voir un peu plus large. » C'est un personnage, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va devenir, mais surtout, j'ai hâte de voir un Isagi qui sera en pleine possession de ses moyens et de ses techniques, mais surtout qui sera capable de coopérer avec le monstre qu'il a à l'intérieur de lui. Alors, un autre aspect que j'ai trouvé super intéressant avec Blue Lock, c'est le côté survival game. Et sur les 13 épisodes que j'ai visionnés pour l'instant, je trouve que celui-ci est assez peu exploité. Si on laisse de côté la première épreuve avec le jeu du loup, le seul moment où je me suis senti embarqué dans un survival game, c'est l'affrontement entre l'équipe Z et l'équipe W, match durant lequel Kuro va trahir son équipe en s'assurant de marquer des buts qui puissent le qualifier et disqualifier toute l'équipe Z, et il va laisser son équipe jouer à 11 contre 10. C'est vraiment le seul moment où je me suis dit, ok, là il y a des enjeux, des promesses non tenues et des trahisons. Et en dehors de ces moments-là, en fait, tous les autres épisodes, ça ressemblait véritablement à un camp de football. C'est ce que c'est sur le principe, mais j'ai trouvé que le côté survival était un petit peu en retrait. Donc j'espère qu'avec les épisodes à venir, que cet aspect-là prendra peut-être un petit peu plus de place ou trouver un juste équilibre entre entraînement et survival game, à voir qu'est-ce que ça va donner dans le futur.
Alors, dans cette dernière et courte partie, nous allons parler de l'animation et de la direction artistique. Et en ce qui concerne la DA, je trouve qu'elle fonctionne super bien parce que d'un côté, lorsqu'on va avoir nos personnages, par exemple Isagi, qui va laisser libre cours à son monstre d'égoïsme, on va voir ça directement sous son visage, notamment avec les yeux et ses pupilles qui sont remplies de 1 million de petits cercles, comme pour nous faire comprendre que le personnage est en train de sombrer dans un début de folie alimenté par son propre égoïsme. Et là, on a ce petit sourire diabolique sur certains qui vient renforcer ce sentiment et le trait qui devient un peu plus gras au niveau des contours du dessin. Non, c'est grave stylé, c'est grave impactant. Et ne serait-ce qu'à travers les expressions du visage du personnage qu'on est en train de voir à l'écran, on comprend où il veut en venir et dans quelle direction il souhaite aller. Et à côté de cela, nous avons l'animation qui, elle aussi, nous donne véritablement du grain à moudre lorsqu'on est en train de regarder l'anime, puisque sur de très belles actions, par exemple des passes ou des reprises de volée de Isagi ou alors des amortis de Nagi ou que dire du sprint de Shigiri, mais tu es obligé de rester scotché en mode mais waouh, c'est trop beau ce qui est en train de se passer et ça a vraiment un effet ultra marquant, en tout cas chez moi. Mais malheureusement, cette animation n'est pas constante, surtout chez Bashira quand il va se mettre à dribbler un personnage lambda. Tu as l'impression que son dribble est sur 2 frames, une image à gauche, une image à droite. Et disons que chez moi, ça a provoqué une espèce de petite mini-forme de traumatisme parce que je me dis que cette animation sur 2 frames cohabite avec des animations complètement dingues à côté. Mais c'est pas non plus gênant pour le visionnage au global. Mais disons que la première fois, ça interpelle un petit peu. Donc en ce qui vous concerne, c'est globalement tout ce que je pouvais vous dire sans trop épiloguer. Donc je vous laisse me dire quant à vous en commentaire qu'est-ce que vous pensez de l'anime, aussi bien dans le fond que dans la forme. Et je vous attends en commentaire pour qu'on puisse échanger. Et en attendant que tout cela se fasse, bien évidemment, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.